Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à l'ORTB. Nous sommes mercredi, c'est le 29 décembre 2021. Nous sommes bien à quelques heures seulement donc du Nouvel An. Je vous souhaite déjà de très bons préparatifs d'ailleurs pour le Nouvel An. Ce sera donc dans quelques heures et nous aurons le plaisir par ici de célébrer donc le Nouvel An avec vous en votre compagnie. L'émission c'est 5 sur 7 matins et cela se passe tous les matins sur la chaîne du service public. Je vous livre le menu juste après ceci. Bonjour, bienvenue au Flash. Tentation à peine répressible des marchés aguichants de fête. Mais attention, vigilance, notamment dans la consommation des produits aux 1000 vertus publicitaires. Les autorités donnent l'alerte. On ne va pas pour autant bouder son plaisir d'achat festif. Juste un peu de prudence à ne pas céder à la frénésie compulsive. Même dans les rayons ou derrière les enseignes insoupçonnées, l'arnaque n'est pas loin. Les étiquettes ne disent pas toujours la vérité sur les mesures, poids ou calibrage des produits vantés. Invité sur la télévision nationale, le président de l'Association des consommateurs et le directeur de la métrologie nous édifient. Le gouvernement vient de décaisser les subventions Covid d'appui aux entreprises pour faire face aux contre-coups sur leurs activités. On imagine la joie des bénéficiaires, surtout par ces temps de fête. Quelques-uns se sont livrés au micro d'une de nos équipes. Le passage d'une année à une autre est consacré par un rituel d'échange de vœux. Quelles sont les vertus de ce rituel dans les relations humaines? Élément de réponse dans nos éditions. Il entend travailler à faire rayonner au mieux l'image du Bénin auprès des autorités saoudiennes. Lui, c'est Adam Bagoudou, récemment nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Bénin près l'Arabie Saoudite. Le nouvel ambassadeur a été successivement reçu par le président de la Cour suprême et le médiateur de la République dans la journée du lundi. Dans ses préparatifs pour rejoindre son nouveau poste, Adam Bagoudou, ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Bénin près le royaume de l'Arabie Saoudite, était aussi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Les deux personnalités ont notamment échangé des nouveaux défis des relations internationales. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 9 jours. Le Bénin aurait pu être présent à cette fête du football continental si les performances n'ont pas été tout autres. On s'arrête un instant pour revisiter l'année 2021 du Bénin en football. Rétro Football 2021 à suivre dans nos éditions du jour. C'est la fin de ce flash. À la prochaine. C'était donc là le condensé de l'actualité. C'est le Flash Info présenté par Fifamain Salomé Atadedji. Prenez le rendez-vous tout à l'heure à 7h. On sera en compagnie de Marcel Arossi. Il va nous livrer l'essentiel donc dans le bulletin d'information. Ce sera donc dans quelques petites minutes. Je le disais à l'instant, nous sommes mercredi. C'est le 29 décembre 2021. Et ce mercredi, en effet, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sera devant le Parlement. Le président Patrice Talon va délivrer son message sur l'état de la nation donc devant les députés de la 8e législature, mais également les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Le chef de l'État, au cours donc de son discours, fera le point donc des avancées au cours de l'année 2021. Ce sera juste devant le Parlement et pour cela, toutes les équipes de l'ORTB sont déjà mobilisées depuis quelques jours à Porto Novo. Spécialement donc aujourd'hui,
aujourd'hui. Cette matinale 5 sur 7 matin prendra fin donc à 8h rigoureusement, puisque juste après, vous allez retrouver le plateau donc spécial consacré au message du chef de l'État sur l'état donc de la nation. Ce sera en direct de Porto Novo. Eh bien, en studio, différents invités seront là pour opiner donc sur ce discours du président de la République. 5 sur 7 matin prendra donc fin spécialement donc ce jour à 8h. Nous allons quand même pouvoir recevoir nos invités comme cela a été prévu. En parlant d'invités, depuis lundi dernier, nous nous sommes campés donc sur le bilan de l'année 2021 dans tous les secteurs. Aujourd'hui, je vous propose encore de revenir donc essentiellement sur les bilans dans différents secteurs, bilan notamment au point économique, puisque les mercredis, succès sur 7 matin, entrepreneuriat, économie et finances ont droit donc de citer. Aujourd'hui, donc dans la toute première heure, avec mon invité, nous parlerons de la crypto-monnaie. Oui, quels sont les faits marquants dans le monde des crypto-monnaies en 2021? Nous allons faire donc le point avec monsieur Samuel Macponsey-Abraham. Il est spécialiste dans la crypto-monnaie. Avec lui, nous allons parcourir de long en large donc la thématique. Ce sera dans quelques petites minutes. Également, dans la toute première heure de cette matinale, nous parlerons du foncier. Nous allons revenir notamment sur les réformes menées en 2021 avec un acteur du foncier. Et puis, dans la deuxième heure, vous aurez droit au bulletin d'information présenté par Marcel Arossi et nous parlerons également d'aviculture. Nous parlerons donc de ce secteur, des prouesses de ce secteur en 2021. Nous reviendrons également sur les difficultés. Ce sera en un quart d'heure. Et puis après, les sports et la revue de presse. Voilà donc ainsi présenté la charpente, le menu de cette matinale. Merci de votre fidélité. On marque une très courte pause et juste après, je vous conduis au kiosque à journaux pour découvrir ce que nous offre aujourd'hui la presse nationale. À tout de suite. Jeudi. Dans notre société africaine ici, pour rester dans notre cadre, la parole a de la valeur. La parole a une grande importance pour nous. Tout a été créé avec le verbe et sans le verbe, rien. Donc ce qui veut dire, celui qui prononce un vœu sur l'autre manipule le verbe. Moi, je crois seulement qu'il y a un seul Dieu. Prie, viens, demande quelque chose dans la maison avec tes parents, c'est fini. Mais je te souhaite une bonne... Non, moi, je n'aime pas ça. La personne qui prononce d'abord ses vœux en bénéficie parce que c'est une pensée positive qu'il lance à l'endroit d'une personne. Et la personne, c'est-à-dire le récepteur, il va falloir que la personne acquiesce, la personne accepte avant que cela ne prenne vie au niveau de son être intérieur. L'ORTB passe en vous. Jeudi. Nobeka, très bonne réponse pour l'ENAIC qui marque le second point de la rédaction. Est-ce que vous avez le titre? C'est Libété, oui, pas Maou. C'est Maou. Non. Non, Herman n'est pas sérieux. Oui. Somando, comment il s'appelle déjà? Agmando? Non. Non, quoi déjà? Pas de problème. Yannick et sa paire là. Là, non, depuis on est en train de transpirer parce que ceux qu'on a en face de nous là, franchement. La réplique. On souhaite une année 2022 pleine déjà de bonne santé parce que sans ça on ne peut rien. Allez, on va danser un peu là. On y. l'ORTB passe en vous. Vendredi. Golo, golo, golo. Yeah, oh, oh, oh. Golo, golo, golo. Òrìṣàlúwalá ń ṣe bí ń dọ́gba fáráyé oníyàn bá dọ́gba fún iye ìgbà òkòrò ó lè ṣe pàlẹ́mọ́ fún lọ ìyẹn ò kàn wá o ẹ lọ sọ lọ́jà. Ẹ wá bá wa yọ̀ o, ẹ
wa bawayo. Ami, oh, irigbe sado. L'ORTB, pas sans vous. Annie, regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Tiens. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Merci de votre fidélité. 5 sur 7 matin se poursuit. Nous sommes bien mercredi, c'est le 29 décembre 2021, mercredi de l'économie, de l'entrepreneuriat, des finances sur l'ORTB. En attendant de découvrir ce que nous offre la presse nationale en ce jour, je vous propose, mesdames et messieurs, de découvrir ensemble les paroles de sage. C'est à la bibliothèque du sage. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de découvrir un proverbe bulgare qui nous dit ceci: l'économie est mère de pauvreté. L'économie est mère de pauvreté. C'est ce que nous dit donc ce proverbe bulgare, et cette parole de sage nous servira donc de fil conducteur tout au long de cette matinale toute spéciale qui prendra fin un peu plus tôt que les autres jours en raison évidemment donc de cette retransmission qui sera faite depuis le palais des gouverneurs du discours du président de la République, discours sur l'état de la nation. Eh bien, conformément à la constitution donc de notre pays, notamment en son article 72, le chef de l'État doit présenter donc un bilan sur l'état de la nation à la représentation nationale. Ce sera donc dans quelques petits instants. Mais avant tout ceci, 5 sur 7 matin va se poursuivre. Je vous propose, mesdames et messieurs, de parler à présent de crypto-monnaie avec mon tout premier invité de cette matinale. On l'installe tout de suite. Je vous propose donc, mesdames et messieurs, de parler aujourd'hui de crypto-monnaie avec monsieur Samuel Maconsay Abraham. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter mon invitation. J'espère que vous vous portez à merveille. Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes, disons, à la fin de l'année 2021 et graine donc ces derniers jours. Et il est important de revenir sur les faits marquants de cette année 2021, notamment en matière de crypto-monnaie. Mais quand on parle d'abord de crypto-monnaie, peut-être qu'il faut rappeler aux téléspectateurs ce que c'est réellement que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie basée sur Internet qui s'utilise de portable à portable, d'ordinateur à ordinateur, ou de portable à ordinateur, ou vice-versa. Et tout ceci de manière décentralisée, c'est-à-dire là, c'est chacun qui est son propre banquier, son propre gestionnaire de compte. Et les transactions se font 24 heures sur 24, sans barrière géographique, et sans intermédiaire, en toute sécurité, en toute liberté, mais
comme deux avantages avec la crypto-monnaie. Il y a ce qu'on appelle la parité égalitaire ou bien la justice paritaire. C'est-à-dire que, contrairement aux monnaies fiduciaires où, quand on prend 1 euro, par exemple, ça donne 655 francs CFA. Ce qui fait qu'avec 1 million d'euros, les Européens peuvent venir ici en zone francs CFA et brader les ressources de l'Afrique avec 655 millions de francs CFA. La crypto-monnaie, on prend une unité en Europe, ça fait une unité ici. Donc c'est l'égalité paritaire. Le show de la crypto-monnaie est comme une parcelle de terre, et même plus, parce que dès que vous convertissez dans la crypto-monnaie, aujourd'hui, si l'unité coûte 1000 francs, demain, ça peut coûter 1200, 1300, jusqu'à l'infini. Je prends le Bitcoin, 2,2 francs CFA, en janvier 2009, au lancement, pas Satoshi Nakamoto. Le même Bitcoin aujourd'hui coûte à l'unité plus de 28 millions de francs CFA. Donc avec la crypto-monnaie, nous avons l'indépendance financière et nous avons également la possibilité de financer l'Afrique par nous-mêmes. Justement, vous parlez de financement de l'Afrique. Revenons sur les faits marquants de 2021. Je le disais, 2021 qui égrène donc ces derniers jours. En matière de crypto-monnaie, quels sont les faits marquants de l'année 2021? Les faits marquants, on ne peut pas tout citer. Bien sûr, mais les faits les plus essentiels. Voilà. Bon, quand on prend au plan général, 2021 a été beaucoup plus agréable par rapport à l'adoption massive des crypto-monnaies que lorsque nous parlons des années antérieures. Donc, quand nous prenons par exemple la Suisse, en Suisse par exemple, il y a l'assureur AXA qui accepte désormais le Bitcoin comme moyen de transaction. Et lorsque vous prenez les États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis sont beaucoup plus favorables à la crypto-monnaie. Et notamment quand on prend le maire de Miami, celui-là, désormais, accepte être payé, par exemple, en crypto-monnaie. Et vous voyez, il y a des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui perçoivent, par exemple, leur salaire en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons, par exemple, l'Afrique, en 2021, il y a eu quand même la CEDEAO, qui a eu les parlementaires de la CEDEAO qui ont siégé à Ouagadougou, qui ont eu à dire que la crypto-monnaie est facilitatrice des moyens d'échange commerciaux en Afrique occidentale. Donc, quand on prend quelques-uns de ces faits, on peut déjà dire que, plus que par le passé, la crypto-monnaie est aujourd'hui dans les habitudes et on peut déjà dire que l'année 2022 sera beaucoup plus meilleure en ce qui concerne l'adoption massive. Je ne peux pas tout citer, sinon quand on prend le Nigeria à côté, le Nigeria déjà en octobre 2021 émis sa crypto-monnaie nationale. Il est vrai, là c'est centralisé, mais c'est quand même un effort déjà très louable que j'invite tous les pays francophones comme le Bénin, en Afrique du moins, à suivre, parce que c'est un bel exemple. Ça permet à chaque pays africain de ne plus défendre d'une monnaie extérieure. Il n'y a plus d'arrimage par rapport à l'euro, par exemple. Donc, le Nigeria a donné le bon exemple quand même. Donc, en dehors de ça, quand vous prenez les particularités telles que vous et moi, par exemple, par la grâce de Dieu, le 7 juin 2021, l'Estonie m'a accepté. Je suis entrepreneur estonien, bien qu'étant au Bénin. Là, je suis en train d'intervenir à travers la compagnie Alpha Omega Global Sarl. Donc, aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité pour les uns et les autres de faire quoi? De s'accrocher à la crypto-monnaie pour que nous soyons véritablement financièrement libres. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, si nous l'adoptons, c'est pour notre bien. La crypto-monnaie ne s'impose pas, mais le temps l'impose. Parce qu'on veut haut, on ne veut pas haut. Elle ne va pas disparaître. C'est à nous de courir vers elle, sinon elle est tranquille, elle veut libérer qui veut. C'est dire, hein, monsieur Samuel, que en réalité, en 2021, la crypto-monnaie a connu un essor fulgurant, c'est cela? Bien sûr que oui. Et comme je le disais, on ne peut pas tout citer. Sinon, si vous allez dans Google, par exemple, et vous tapez crypto-monnaie, actualité 2021, vous allez trouver trop d'éléments. On ne peut pas tout citer. Mais nous sommes en Afrique. En Afrique, il y a le Nigeria, comme je l'ai dit. Et vous savez, quand on parle du Nigeria, c'est le premier poumon économique qui aujourd'hui a trouvé qu'il faut vite s'adapter, contrairement aux pays francophones africains qui sont en train de lésiner sur la question. Parce que quand vous avez une révolution qui vous permet de vous démarquer d'une domination,
Pourquoi ne pas y aller vite? Donc bref, vous qui êtes là, vous ne pouvez pas me dire qu'en 2021, vous n'avez pas eu plus d'écho sur la crypto-monnaie que par le passé. Et vous voyez les banques centrales qui aujourd'hui sont en train de courir. Il y a par exemple la banque centrale de la Suisse, déjà qui s'est convertie. Il y a la banque centrale de la Chine qui s'est déjà convertie avec le digital currency ou electronic payment. Et nous avons également la banque centrale de l'Europe qui est en train. Et en Afrique, quand vous prenez les pays comme le Ghana, ainsi de suite, ils sont en train de s'adapter déjà à la chose. Vous savez, même un citoyen du Bénin, un mécanicien, aujourd'hui, si vous fouillez bien dans votre famille, monsieur le journaliste, vous allez constater que le mécanicien est déjà milliardaire, trillionnaire en crypto. Mais il n'a pas volé. Il a juste pris le risque, un peu comme moi, qui depuis 2016, suis en train de, comme vous le savez, sensibiliser les populations africaines sur les avantages de la crypto-monnaie. Le mécanicien dans votre quartier est déjà milliardaire, mais vous ne le savez pas. Donc ça veut dire quoi? La crypto-monnaie est déjà dans les habitudes. Et je prends par exemple la crypto-monnaie Alpha Omega Coin, dont je suis le fondateur. Mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, avec cette crypto-monnaie, vous avez déjà la possibilité, dans quelques jours, dès les premiers jours de 2022, de faire quoi? D'acheter et de vendre avec la crypto-monnaie AOC, biens et services de par le monde entier, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc il y a plein d'avantages. Est-ce à dire aussi, monsieur Samuel, que 2021 a été l'année d'adoption massive? Oui, beaucoup plus. Parce que vous savez, l'élite, comme j'ai l'habitude de dire, l'élite ne veut pas permettre au peuple de se libérer. Donc à un moment donné, on peut dire on n'aime pas la crypto c'est de l'arnaque. La crypto-monnaie n'est pas de l'arnaque. Monsieur le journaliste, vous voyez, lorsque nous prenons par exemple la Chine a mis l'embargo sur la crypto-monnaie Bitcoin en décembre 2017, début janvier 2018. Ce qui a fait que la valeur du Bitcoin qui était à 20 000 $ en décembre 2017 a chuté jusqu'en février 2019 à hauteur de 3 400 $. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on sait que c'est l'autorité qui prend une décision, si c'est pour, ça propulse. Mais quand c'est contre, vous voyez, c'est le contraire. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Chine même, qui a mis l'embargo, c'était juste pour se rassurer qu'elle-même peut émettre sa propre crypto-monnaie, comme je viens de le dire, Digital Currency for Electronic Payment depuis avril 2020. Et à tel enseigne qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient contre la crypto-monnaie, notamment dans le rang des élites, aujourd'hui, même Clando, se sont engagés massivement. Regardez par exemple le maire de Miami, qui fait l'éloge du Bitcoin. Ça vous dit quelque chose? Maire de Miami, aux États-Unis. Et ce n'est pas tout. Cristiano Ronaldo qui accepte d'être payé en crypto-monnaie. Donc ça veut dire quoi? Ça continue et ça va évoluer. Mais en Afrique surtout, c'est parce que le monde francophone dans lequel nous sommes, c'est un monde de diplôme-centrisme et l'adaptation est très difficile à ceux qui ont été à l'école du blanc, surtout l'école coloniale. Aujourd'hui, pour qu'on puisse parler de l'adaptation, il faut surtout parler des jeunes comme vous et moi. C'est-à-dire que la crypto-monnaie aujourd'hui permet à chaque personne d'avoir un portable, une connexion Internet pour se défaire, je dirais, de la domination de la monnaie par le passé. Donc c'est pour vous dire que les critères ou les indicateurs, il y en a de beaucoup. Et quand vous prenez le compatriote Émile Simpafé du Cameroun, il a sa propre crypto-monnaie et il est venu dans ce pays cette année-ci. Il est reçu par les autorités de ce pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en matière de crypto-monnaie? C'est une question de choix, de volonté. Et si vous allez, la crypto ne va pas refuser. Mais si vous n'y allez pas, c'est votre choix. Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire, 2021, beaucoup plus par le passé, a été vraiment favorable à l'adoption de la crypto-monnaie. Quoique dans le monde des humains, vous savez, il y a toujours la question du cœur, de l'intention. Donc, à côté de tout ça, pendant que certaines personnes disent il faut qu'on aille très rapidement, d'autres disent attendons. D'autres disent encore non, c'est de l'arnaque, c'est de la mafia. Mais ce qui est marrant, il y en a, ils le disent, mais ils sont dedans. Ils peuvent être des autorités, non-autorités, comme vous et moi, qui disent ah, ne va pas, hein, c'est de l'arnaque. Mais, qu'on dise de l'arnaque ou pas, la crypto-monnaie est venue pour vous libérer, pour me libérer. Et moi, j'ai choisi d'en parler parce que ça libère vraiment l'Afrique. Et c'est ce qui a manqué à Sankara. Si Sankara avait connu la crypto-monnaie, l'Afrique était partie
pour être vraiment l'Eldorado de l'humanité. C'est ce que je voudrais dire. Donc en réalité, selon vous, parce que justement, il faut le dire, beaucoup de personnes interdisent l'utilisation de la crypto-monnaie parce qu'on assimile cela à de l'escroquerie. Donc pour vous, il n'y a pas d'escroquerie. La question d'escroquerie, monsieur le journaliste, je ne vous coupe pas. L'escroquerie, qu'est-ce qu'on appelle l'escroquerie? L'escroquerie, c'est le fait que vous ne rendez plus service à quelqu'un à qui vous avez pris des sous, ou bien à qui vous avez pris quelque chose en échange de quelque chose. Et ce n'est pas de l'arnaque non plus. Ce n'est pas de l'arnaque. Vous savez, l'arnaque est liée au cœur, c'est à l'intention. Je prends le couteau. Le couteau n'a pas été fabriqué pour tuer, a priori. Le couteau a été fabriqué pour faire quoi? Pour couper les objets durs, permettre à la bonne dame de bien préparer à la cuisine pour son mari, ainsi de suite, comme vous le savez. Mais lorsque vous prenez le couteau pour tuer, est-ce que le couteau même qui a été tué, c'est vous-même, c'est votre intention? Ça veut dire quoi? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est libératrice à travers Internet, mais quelqu'un qui émet une crypto-monnaie peut avoir une idée négative derrière. Quand je prends par exemple le Plescoin en août 2017 a été lancé. Moi-même, j'ai eu à me convertir. Mais au finish, le DG aujourd'hui est en prison aux États-Unis parce qu'il a escroqué les clients que nous sommes. Ça veut dire quoi? Plescoin n'a pas été escroqué, mais c'est celui qui a créé Plescoin qui a été escroc. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une nuance. La monnaie est monnaie. Vous avez 1000 francs dans votre portefeuille. Si vous ne touchez pas aux 1000 francs, les 1000 francs ne vont pas quitter votre portefeuille pour aller faire quoi que ce soit. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Si vous donnez 1000 francs, et je ne dis pas que forcément c'est vous, si un homme donne 1000 francs à une femme pour la coucher, en dehors du foyer, ce ne sont pas les 1000 francs qui ont été couchés la femme. C'est l'homme même, c'est l'intention. La crypto-monnaie n'est pas de l'escroquerie. Mais des activités liées à la crypto-monnaie peuvent être des escroqueries, des arnaques illicites. Mais quand certaines personnes disent que la crypto-monnaie favorise, je dirais par exemple le blanchiment d'argent. Avant la crypto-monnaie, il n'y a pas eu de blanchiment d'argent. Quand on parle de l'escroquerie, il n'y a pas eu d'escroquerie avant la crypto-monnaie. Le terrorisme par exemple, en septembre 2011 et 2001, aux États-Unis, vous vous souvenez de cet attentat? La crypto-monnaie est venue en 2009. Ça veut dire que c'est bien après l'attentat des États-Unis. Si tel est le cas, ça veut dire que la crypto-monnaie n'est pas venue pour le blanchiment d'argent, n'est pas venue pour le terrorisme, mais c'est plutôt, monsieur le journaliste, l'homme qui peut décider d'utiliser la crypto-monnaie pour le blanchiment, pour le terrorisme. Ça veut dire quoi? La crypto-monnaie en elle-même n'est que libératrice et qui veut l'utiliser à bon escient, qui ne veut pas à mauvais escient. C'est au choix. Oui, bien justement, comment réussir à identifier que cette monnaie ne frise pas de l'arnaque ou de l'escroquerie? Comment identifier réellement ça pour ne pas tomber dans le panneau en réalité? Parce que beaucoup de gens, justement, ont peur de cela. La première des choses, quand vous venez dans un monde nouveau, un peu comme vous, le journalisme, bon, j'ai fait le journalisme, mais pas autant que vous. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un veut venir au journalisme, de vous à moi, personne ne peut que passer par vous. Ce n'est pas par moi, parce que je ne suis pas expert en journalisme. Mais vous l'êtes. Ou bien? Bien sûr. Donc, si vous voulez venir dans la crypto-monnaie, d'abord c'est en ligne, vous n'avez pas besoin de voir forcément qui est derrière cela. Mais il y a des indicateurs de point de vue global. Lorsque vous prenez une crypto-monnaie, est-ce que le site internet fonctionne? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que l'écosystème existe? C'est-à-dire l'ensemble des projets qui portent sur la viabilité et la fiabilité de la monnaie. L'autre chose, l'équipe derrière. Est-ce que cette équipe derrière a une bonne intention? Cela ne veut pas dire que vous allez connaître forcément ceux qui sont derrière, parce que personne ne connaît Satoshi Nakamoto. Pourtant, le Bitcoin est devenu une crypto-monnaie, mais aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes venu, des critères que nous sommes en train de citer, ce ne sont pas des critères qu'on appelle une fin en soi. Tout cela peut ne pas exister, mais la crypto-monnaie peut être une bonne crypto-monnaie. Mais il faut quand même avoir, par exemple, des réseaux sociaux, par exemple Telegram, Facebook, ainsi de suite, qui permettent aux gens de communiquer avec l'équipe derrière cette crypto-monnaie. Et lorsque vous avez tout cela hormis, si aujourd'hui vous avez la possibilité d'aller sur CoinMarketCap, si la crypto-monnaie est là, ça donne beaucoup plus confiance aux gens. Mais cela ne veut pas dire que si une crypto-monnaie n'est pas sur CoinMarketCap, cette crypto-monnaie ne va pas prendre le terrain. Je prends Alpha Omega Coin, la crypto-monnaie dont je vous parle, dont je suis. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore sur CoinMarketCap, c'est un choix.
Pourquoi? Pour nous, c'est notre intention d'abord, parce que c'est Dieu qui nous a envoyé en mission, et l'autre chose, c'est la communauté. Avec ou sans Coin Market Cap, Alpha Omega Coin, par exemple, a pris le terrain, que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique, dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Des critères, oui, mais ce ne sont pas des critères une fin en soi. Mais si vous ne voulez pas vous faire narguer surtout, passez par des gens qui se connaissent, des gens qui sont avant vous. Et ceux-là, c'est des hommes. Ils peuvent faillir, d'accord? Parce que moi-même, j'ai eu à parler des crypto-monnaies, dont les promoteurs aujourd'hui, monsieur le journaliste, n'ont pas tenu parole. Vous voyez? Donc ceux-là qui ont connu ces crypto-monnaies par moi, s'ils ont la logique des choses, ils diront que ce n'est pas moi. Mais s'ils n'ont pas la logique des choses, ils diront que c'est moi. Alors que je ne suis pas fondateur de ces crypto-monnaies. Je ne le suis que de Alpha Omega Coin, qui fonctionne bel et bien de par le monde entier. Donc je voudrais vous dire, première des choses, passez par quelqu'un qui s'y trouve avant vous, qui s'y connaît. Donc si vous voulez venir à la crypto-monnaie, je suis peut-être votre compatriote, vous pouvez passer par moi. Évidemment. Vous pouvez passer par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est forcément par moi. Non, c'est à votre choix. Mais ce que je sais, passez par quelqu'un qui s'y connaît plus que vous ou mieux que vous. Que dites-vous, peut-être avant de refermer cette parenthèse, que dites-vous de ceux qui estiment justement que la crypto-monnaie, c'est de l'argent facile? Et aucun argent n'est facile. Même le voleur qui vole, il n'a pas gagné l'argent facilement. Avant de voler, c'est tout un calcul. Les gens qui détournent, par exemple, dans la fonction publique ou bien dans les entreprises privées, c'est des gens qui font beaucoup de calculs. Bien sûr que oui, c'est le travail intellectuel et beaucoup de choses. Il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a que de l'argent sale, selon moi. L'argent impur. Quand vous volez, c'est de l'argent impur. N'est-ce pas? Quand une femme couche avec un homme de truc pour prendre de l'argent, c'est de l'argent impur. Maintenant, lorsqu'on parle de l'argent facile, quand vous prenez 100 000 francs pour acheter une parcelle de terre, et la parcelle de terre qui coûte 100 000 francs, en un instant T, avec le temps, coûte 1 million, 2 millions, 3 millions. Vous avez gagné l'argent facilement? Vous n'avez pas gagné l'argent facilement. Vous avez su mettre votre argent dans un actif qui a pris de valeur avec le temps pour vous. Donc, crypto-monnaie, quelqu'un qui met 2200 francs dans le bitcoin en 2009 a eu 1000 bitcoins. Si chemin faisant, la personne ne vend pas, aujourd'hui, la personne peut faire 1000 fois 28 millions de francs CFA. Dans les 28 milliards que la personne a gagné avec 2200 francs, dans l'intervalle de 12 ans, c'est de l'argent facile. C'est très pauvre. C'est des gens qui n'ont jamais acheté de parcelle de terre, peut-être, qui pensent que la crypto-monnaie, c'est de l'argent facile. Quand vous mettez, comme je viens de le dire, 100 000 francs dans une parcelle de terre, et avec le temps, ici à Cotonou, des gens ont acheté des parcelles de terre à 25 000 francs, 30 000 francs. Mais ces mêmes parcelles de terre coûtent des millions de francs CFA aujourd'hui. C'est de l'argent facile. Ça veut dire quoi? La première des choses, nous devons apprendre à nous recadrer, même si nous sommes des cadres décadrés. Là, je parle notamment de nous qui avons été à l'école du Blanc. On nous raisonne que oui, on ne m'a pas appris ça à l'école. Qui nous a appris à l'école comment on arrive à se faire marier? Est-ce qu'on vous a enseigné à l'école comment on arrive à se faire marier? Vous êtes dans un couple aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école et que la nature même nous enseigne. Bref, la crypto-monnaie, ce n'est pas de l'argent facile. C'est plutôt de l'actif, si on peut parler en ces termes, sinon c'est une monnaie, qui, comme la parcelle de terre, et même plus que la parcelle de terre, parce que sa valeur est plus dynamique que celle de la parcelle de terre, prend de valeur avec le temps, pour permettre à ceux qui, par le passé, ont été lésés par la monnaie fiduciaire. Parce que la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie de l'élite, ça ne profite jamais au peuple. Monsieur le journaliste, la monnaie fiduciaire ne profite jamais au peuple, ça ne profite qu'à l'élite, parce que c'est l'élite qui prend les lois. Or ici, avec la crypto-monnaie, la cryptographie nous permet d'auto-réguler le système. Si bien que tout le monde a les mêmes droits ici. Et tout le monde a la même chance pour devenir financièrement libre. Je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, je suis désolé quand je vois par exemple des agrégés, des docteurs qui disent voilà, la crypto-monnaie c'est de l'arnaque. Ils ont été à une école qui est périmée aujourd'hui et ils doivent se convertir. Sinon, ils vont vivre le 21e siècle dans l'Antiquité. Vous savez pourquoi? Je vais vous poser une simple question. Aujourd'hui, quand on prend le Bénin, par le passé, on ne pouvait pas faire casier judiciaire en ligne. Par le passé, on ne pouvait pas faire certificat de nationalité en ligne. Par le passé, on ne pouvait pas créer son entreprise en ligne. Par le passé. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et cette ère facilite les choses, mais
lorsqu'on parle de facilitation, ce n'est pas une facilitation à effet de paresse, mais c'est plutôt un bon raccourci pour que la misère cesse et que la précarité cesse. Imaginez aujourd'hui le président de la République en train de donner un discours de fin d'année à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Aujourd'hui, c'est celui qui va présenter le budget, n'est-ce pas? S'il présente le budget, vous et moi, si la crypto-monnaie, nous, Africains, nous l'adoptons, nous, Béninois, nous l'adoptons, si le président de la République, M. Patrice Talon, l'aîné Patrice Talon, le compatriote Patrice Talon, le papa Patrice Talon, si aujourd'hui, lui, il a besoin d'1 milliard de francs CFA, pas d'1 milliard, de 1000 milliards de francs CFA, d'1 trillion de francs CFA. Si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes trillionnaires en crypto-monnaie, le président Patrice Talon n'a plus besoin de tendre la main à FMI, ou bien au FMI du moins, il n'a plus besoin de tendre la main à la Banque mondiale. C'est nous qui allons lever le fonds pour que ce qui doit être fait au Bénin soit fait par nous. Et c'est ce que la crypto-monnaie est venue. Pas de l'argent facile, monsieur le journaliste. C'est des paresseux mentaux et des attardés mentaux qui pensent que crypto-monnaie, c'est de l'argent facile. Mais ils finiront par se faire attraper. Monsieur Samuel Macponcé Abraham, on va finir cet entretien. Une toute dernière question. 2022, une année, je dirais, qui facilitera encore sans doute l'essor de la crypto-monnaie. Des perspectives, très rapidement, pour beaucoup plus. Vous savez pourquoi? Et si 2021 a été beaucoup plus juteux que par le passé, ça veut dire que 2022, ça le sera davantage. Aujourd'hui, il y a des autorités, par exemple, qui étaient contre, mais qui, d'une façon ou d'une autre, sont en train de se convertir. Et monsieur le journaliste, Internet donne accès. L'UNICEF prend la crypto-monnaie aujourd'hui. Quand vous allez dans Google, vous tapez UNICEF crypto-monnaie, vous allez voir tout de suite que UNICEF accepte les dons en crypto-monnaie et finance également les projets en crypto-monnaie. Monsieur le journaliste, le Bénin sera un paradis de crypto en 2022 par la grâce de Dieu. L'Afrique sera un paradis de crypto en 2022 et nous savons également que le monde entier le sera. Mais ici, ce n'est pas l'élite qui domine, c'est le peuple. Donc le pouvoir de décision économique, monétaire et financier a quitté la main de l'élite pour être désormais dans la main du peuple. Alors, crypto-monnaie, l'argent du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur Samuel Macponcé Abraham, merci vraiment d'être passé, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Nous sommes en fin d'année, en 30 secondes, avant que je ne vous laisse partir. Bon, malheureusement, mes connaissances bibliques et spirituelles ne me permettent pas de me prononcer par rapport à ça. Par le passé, oui, ni Noël, ni janvier dans mon calendrier, ni anniversaire. Très bien. C'est Pâques, Ascension, Pentecôte, tout ce qui reste, c'est des conneries que les Romains ont introduites dans la chrétienté. Donc, je ne souhaite aucune bonne année à quelqu'un. Merci beaucoup, monsieur Samuel Macponcé Abraham. Merci d'être passé pour faire avec moi le bilan 2021 de la crypto-monnaie qui a connu vraiment un essor certain en 2021. Comme vous l'avez dit, de bonnes perspectives à l'horizon pour 2022. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau. C'est d'ailleurs le tout dernier mercredi donc, de cette année 2021. Et pour moi, c'est un bonheur de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci, c'est mon devoir. Vous passez une excellente journée. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. La suite de 5 sur 7 matin, après donc la crypto-monnaie dont on a suffisamment parlé. Vous en savez un peu plus désormais sur ce que c'est que la crypto-monnaie, mais également surtout sur les faits ayant marqué surtout donc 2021 en matière de crypto-monnaie. Vous en savez désormais un peu plus. Merci de votre fidélité. 5 sur 7 matin va se poursuivre. Place à présent donc à une autre chronique. On parlera de foncier avec un autre invité donc mercredi dernier. Il était sur ce même plateau. On en a suffisamment parlé. Vous avez demandé à ce qu'il revienne pour élucider donc certaines thématiques très importantes parce que le foncier c'est quand même une question très importante dans notre pays et le gouvernement du président Patrice Talon travaille énormément depuis plusieurs années à pouvoir réformer donc ce secteur, à assurer réellement la sécurisation donc des terres aux uns et aux autres. Beaucoup de réformes ont été opérées. Malheureusement, il y a toujours certaines informations distillées au sein de l'opinion publique qui tentent parfois donc à bouleverser l'ordre des choses. On parlera de tout ceci avec Monsieur Félix Zinsou que je vais installer tout de suite.
C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau, Monsieur Félix Zinsou. Je le rappelle, vous étiez sur ce même plateau, c'était mercredi dernier. Aujourd'hui, vous êtes encore là pour parler avec moi, avec nos téléspectateurs, notamment du foncier. Bonjour, Monsieur Zinsou. Bonjour, Monsieur Loïc. Merci d'accepter mon invitation, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Alors, aujourd'hui, venons-en à ce thème-là, le thème foncier, la sécurisation foncière. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre concrètement, Monsieur Félix Zinsou? Merci beaucoup, Loïc. C'est vrai qu'après la dernière émission, il y a eu beaucoup d'interrogations. On disait que nous avons utilisé certains termes sans... Absolument. Parce que, bon, il a souvent ce risque, ce défaut-là pour ceux qui sont un peu spécialisés dans un domaine. Ils pensent que tout le monde comprend et ce qu'ils comprennent. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Hein. C'est une inquiétude bien partagée. Il faut pouvoir situer les gens parce que le foncier, on le dit foncier, beaucoup de gens disent de quoi retourne ce terme-là. En fait, le foncier, c'est un terme générique. C'est un terme générique qui intègre la terre et toutes les ressources qui lui sont directement attachées, ainsi que les rapports entre les individus, les groupes d'individus pour l'appropriation et l'utilisation de ces ressources-là. En fait, c'est ce qu'il faut entendre par foncier. Et quand on dit thème générique, vous avez vu au Bénin, nous avons fait nous l'option de fondre ensemble les règles qui gèrent le foncier et le domaine. On en parlera tout à l'heure. Mais quand on veut parler le langage rapide, on ne dit pas foncier et domaine, on dit le foncier. Donc en disant le foncier, cela regroupe en même temps le domaine. En effet, que faut-il comprendre par domaine, puisque là c'est aussi important. En fait, quand nous avons dit le code foncier domanial, c'est à juste titre, hein, c'est pour cause. Parce que nous avons le foncier d'un côté qui désigne l'ensemble des biens immeubles appartenant à des personnes physiques et des personnes morales de droit privé. Et pour faire plus court, quand on parle de biens fonciers, ça veut dire qu'il s'agit des terres qui appartiennent à des personnes privées comme vous et moi, ou à des personnes morales de droit privé comme des sociétés, des associations. Alors que le domaine, lui, désigne l'ensemble des terres qui appartiennent à l'État et aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes. Donc lorsqu'une terre a comme propriétaire l'État ou les communes, cette terre-là, on l'appelle domaine. Et il y a plusieurs types de domaines. Nous avons le domaine public et le domaine privé. Le domaine public, quand on le prend, en fait l'article 264 de notre loi de code foncier domanial l'a clairement défini. Donc il y a le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le domaine public naturel est désigné par l'ensemble de nos cours d'eau et leurs francs-bords. Et la liste est limitativement énumérée. Et nous avons les domaines publics artificiels. Il s'agit des terres appartenant à l'État ou aux communes, mais qui ont reçu des aménagements. C'est le cas des centres de santé, des écoles publiques, l'université, c'est un peu comme ça, il faut comprendre. Et nous avons maintenant le domaine privé qui lui a la particularité d'être soumis aux mêmes règles de gestion que les règles qui gèrent les domaines appartenant aux individus. Et la première caractéristique du domaine public, c'est que ces domaines publics sont insaisissables, ils sont inaliénables et ils sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aliéner le domaine public, on ne peut pas choisir de vendre le domaine public. On ne peut pas prendre des actes de disposition sur un domaine public. C'est pour ça qu'on dit qu'il est inaliénable. Mais il est insaisissable parce qu'on ne peut pas arguer de ce que nous avons, l'État a succombé à un procès qui a opposé un individu à lui pour que l'individu prétende saisir ce domaine-là en guise de réparation. Et on dit qu'il est imprescriptible parce que la prescription, c'est un peu ce mode d'acquisition qui, à la faveur du temps que vous avez passé sur un terre, parce que détenant des droits présumés, de présumés propriétaires, avec l'écoulement d'un certain temps, vous pouvez devenir propriétaire de cette terre.
cette règle ne s'applique pas quand il s'agit du domaine public. C'est pourquoi on dit qu'il est imprescriptible. Donc voilà les 3 caractéristiques fondamentales du domaine public. Quant au domaine privé, par contre, l'État peut en faire commerce. L'État peut vendre le domaine public, mais cette vente-là est encadrée par des dispositions juridiques. C'est pour cela que chaque année, dans la loi des finances, on essaie de définir les taux de cession des mètres carrés de domaine privé de l'État. Donc voilà un peu ça, ces choses-là, il fallait un peu clarifier. Et vous avez dit aussi que les gens parlent de sécurisation foncière, Bien sûr. Ça aussi, c'est exact. Mais la sécurisation foncière, est dans une trilogie. C'est un ensemble pratiquement de 3 éléments qu'il faut considérer. En fait, la sécurisation foncière elle-même s'entend de l'ensemble des mesures et outils qui sont mis en place pour permettre aux détenteurs de droits de propriété de jouir de ces droits-là et d'être protégés contre d'éventuelles contestations. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre par la sécurisation foncière. Mais la sécurisation foncière a un but. De cette définition-là, nous déduisons aisément le but qui est de produire, bien de créer la sécurité foncière. Et qui est un état, en fait, théoriquement atteint lorsque les droits fonciers sont reconnus et sont non négociables et sont enregistrés par une institution légalement constituée pour garantir la propriété. Et quand on dit tout ça là au Bénin, on peut dire que cette institution, c'est globalement l'Agence nationale du domaine et du foncier. Mais le 3e pilier, un peu comme on parle de la sécurité routière, c'est qu'on a dit que c'est un état théoriquement atteint. Ça veut dire que c'est la sécurité foncière, logiquement, elle demeure une quête de tous les instants. D'où la nécessité de réfléchir, de mettre en place un mécanisme de régulation foncière qui, elle, désigne l'ensemble des dispositions que nous prenons pour faire respecter, pour garantir le respect des mécanismes du système foncier, ou du moins pour le contrôler, ou un peu pour corriger des dysfonctionnements, si en temps il y avait des dysfonctionnements. Donc c'est un peu ces éléments-là qu'il faut comprendre par ce que nous appelons la sécurisation foncière. Et quand nous le disons, on a commencé, c'est pour créer, mettre en place cette trilogie que, entre autres, le gouvernement a mis en place, la loi a créé le cadastre national, dont le gouvernement s'occupe aujourd'hui de la mise en place progressive. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ces 2 thèmes-là, pour davantage éclairer ce qui nos auditeurs. Et vous avez commencé par parler justement du cadastre. C'est ce dont on parlait mercredi dernier justement sur ce même plateau. Quelles sont les principales utilités en fait du cadastre? Le cadastre a un instrument à but multiple. Nous allons en citer quelques-uns. Le tout premier, c'est que le cadastre crée l'unicité des sources d'information foncière. N'oublions pas que, à la dernière émission, nous parlions d'éparpillement de l'information foncière qui ne facilite pas la gestion, foncière. Donc, avec la mise en place du cadastre, il ne sera plus question aujourd'hui que pour avoir une information foncière, il faut parcourir ciel et terre, il faut se rapprocher de tel ou de tel avant de pouvoir le faire. De sorte que quand le cadastre sera une réalité, quand vous avez votre terre, de chez vous, vous pouvez consulter, savoir à qui cela appartient, comment celui-là a pu l'obtenir, quels sont les droits qu'il y a. Parce que, quand nous parlions de la propriété, c'est un peu l'un des éléments qu'il faut préciser. Si vous avez la terre et que vous ne pouvez pas jouir proprement de cette terre, ça veut dire que vous n'êtes pas encore pleinement propriétaire. Parce qu'au Bénin, la loi dit est propriétaire de terre celui qui est détenteur de titre foncier. Par ailleurs, la propriété est définie comme le droit d'utiliser. Un gros chat dans la gorge. Oui, Ça va passer. En fait, c'est le droit d'utiliser une chose de la manière la plus possible, de la manière absolue, la plus possible, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi. Donc c'est un peu comme cela qu'il faut. Et donc le cadastre permet
enfin, lorsqu'il est en place, de définir les attributs qu'un individu a sur une terre. Donc, c'est pourquoi on dit la première utilité, c'est que c'est de faire une source unique d'information. N'oublions pas que nous définissons le cadastre comme le système unitaire informatisé des archives techniques fiscales, des archives techniques, des archives fiscales et des archives juridiques. La loi n'a pas dit un système. La loi a dit c'est le système. Donc c'est le seul et l'unique source d'information foncière crédible. Donc, la deuxième chose, c'est que le cadastre permet une gestion foncière efficace par la réduction des conflits fonciers. Parce que n'oublions pas, nous avons dit les sources des conflits fonciers, c'est l'absence d'informations crédibles. Et cela a fait le terreau à tout ce qu'on avait comme déviance que nous avons observé, c'est-à-dire tout ce qui est comme vente frauduleuse, vente multiple. Avec le cadastre, on arrive à mettre un thème à cette déviance-là. Et la troisième utilité, c'est que c'est un cadastre, c'est un outil qui facilite la planification de l'aménagement et de spatial et des projets de développement. Et là, il faut vraiment insister là-dessus pour montrer que quand le cadastre est une réalité, il y a certaines dépenses qui grèvent les projets de développement qui ne seront plus nécessaires. Regardez tous les projets que le gouvernement actuel est en train de développer, notamment les programmes qui nécessitent la mobilisation de terres. Ouais. En amont, il faut forcément mobiliser un grand nombre d'experts pour travailler tout ce qu'il y a comme identification des propriétaires, des présumés propriétaires, des droits qu'ils détiennent. Donc, vous voyez, ça, c'est des opérations préalables, indispensables, qui non seulement coûtent du temps, mais coûtent aussi de l'argent. Actuellement, le gouvernement est en train de mettre en place le projet d'aménagement de, je crois, de 12 000 hectares de terres agricoles dans les différentes vallées. Et pour ça également, comme on le dit, nous avons été un certain nombre à être sollicités pour réaliser des études foncières. Et ces études ont pris beaucoup de temps et donc beaucoup de l'argent. Quand le cadastre va être installé, on n'aura plus besoin de passer par ces étapes puisque, comme on le dit, le cadastre, comme système unitaire informatisé des archives techniques, juridiques et puis fiscales, pour l'ensemble, permet de décrire l'ensemble de toutes les terres du territoire national. Donc il ne sera plus question qu'on laisse passer 1 mètre carré qui ne soit pas enregistré au cadastre. Vu sous cet angle-là, lorsqu'on a des opérations d'aménagement, au lieu d'aller faire des enquêtes, recenser les propriétaires, non, nous connaissons les limites géographiques. Ici, en connaissant les limites, où votre bien est affecté partiellement ou totalement, et on saura donc, voilà la proportion du bien qui est affecté. Vous avez 1 hectare, peut-être que c'est 75% qui sont affectés. Ça permet immédiatement de définir les indemnités, des indemnités pour vous désintéresser. Donc c'est un peu cela. Et nous avons ici maintenant que le foncier, en créant un environnement sécurisé, favorise, met en confiance les investisseurs et qui peuvent partir de l'assurance qu'ils ne peuvent plus se faire gruger, comme on le dit, ou bien se faire vendre une parcelle par quelqu'un qui n'en est pas le véritable propriétaire. Et cela constitue, ça promeut un peu l'économie. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire un peu par rapport aux utilités du cadastre. Et vu sous cet angle, je reviens encore sur cet appel que nous avons lancé la dernière fois. Parce que quand vous avez votre terre, et que cette terre n'est pas enregistrée au cadastre, ça veut dire que vous avez un bien fait. Mais vous n'avez pas toutes les utilisations possibles. Et c'est pour ça que nous invitons la population à se mobiliser pour accompagner ce processus, parce qu'il s'agit de coproduire maintenant la sécurité foncière. Et nous ne pouvons pas produire cette sécurité foncière sans les premiers concernés qui sont les populations, les présumés propriétaires. Monsieur Zinsou, peut-être une dernière question. On a encore 5 petites minutes seulement. Il y a une information qui circule depuis un moment. Il paraît
que toute terre appartenant aux personnes physiques qui ne seraient pas dotées d'un ADC avant le 14 août 2023, eh bien ces terres seront reprises tout simplement par l'État. Est-ce que c'est vrai? Non, écoute, depuis quand mon Bénin serait devenu un tel pays? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que, comme vous aussi, j'ai vu circuler sur la toile cette information. J'ai vu circuler, et beaucoup de personnes nous ont appelés directement pour savoir de ce que cela retourne. À l'occasion, on a pu leur restituer vraiment ce que la vérité des faits. En réalité, cette information a un élément capital qui est un élément stable de vérité qu'il faut dire. C'est que la date de 14 août 2013 qui est annoncée 2023 qui est annoncée dans cette information est une date importante à retenir. Vu sous cet angle-là, l'information a un mérite. Parce que à partir de cette date-là, il y aura des changements notables dans la gestion foncière et domaniale au Bénin. Aujourd'hui, donc disons en 2013, quand le code foncier était voté, on avait donné un délai transitoire, une période transitoire de 5 ans qui arrivait à terme le 14 août 2018. Mais avec les principaux acteurs, notamment les communes, qui ont estimé qu'il n'a pas encore eu suffisamment d'appropriation de la loi et qu'on ne saurait entrer de plein pied dans la mise en œuvre de cette loi. Ils ont sollicité et le gouvernement a cédé à cette requête des acteurs, principaux acteurs qui interviennent dans la gestion du foncier du domaine, en prolongeant ce délai de 5 ans à l'occasion de la loi modificative et de la révision du code foncier en 2017. Donc c'est à cette occasion que ce délai-là a été prolongé de 5 ans. Donc finalement, on a dit que la période transitoire est de 10 ans, mais pour compter de la date de la promulgation de la loi initiale. Donc c'est pour cela qu'on a dit. Et à cette date, qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, on a la possibilité pendant cette période, pour aller à l'obtention du titre foncier, d'emprunter 2 voies. Vous avez la voie notariale, c'est-à-dire que les 2 parties s'adressent à un notaire pour que le notaire accomplisse les formalités en vue de l'obtention du titre foncier. Dans le même temps, vous avez la possibilité, vous-même, lorsque vous avez votre convention affirmée par la mairie et enregistrée au service des impôts, vous avez la possibilité de vous adresser directement à l'Agence nationale du domaine et du foncier pour l'obtention du titre foncier. Mais puisqu'on sait qu'il y avait des documents, puisque la convention même affirmée, même enregistrée, n'est pas un document présomptif de propriété. Donc c'est dans ce cadre-là que, pour faciliter, on a dit, tous ceux qui ne sont pas encore propriétaires, parce que c'est quand on a le titre foncier qu'on est propriétaire. Vous n'avez pas le titre foncier, la loi a défini des documents présomptifs de propriété. Dans la première loi, ces documents sont au nombre de 3. Nous avons l'attestation de détention coutumière, c'est ça que vous appelez ADC. On a l'attestation de recasement et puis nous avons les avis d'imposition des 3 dernières années. À la faveur de la révision de la loi, on a ajouté 3 autres documents, c'est-à-dire le certificat foncier rural, le certificat d'inscription, il y a le certificat d'inscription et le troisième qui m'échappe. Donc nous avons ces 3 documents-là. Ce sont des documents qu'on appelle les documents de présomption de propriété. Et on dit, sans vous n'avez pas ces documents de présomption, vous ne pouvez pas engager la procédure d'obtention du titre foncier. Et sauf qu'à partir de 2000, après 14 août 2023, quand vous n'avez pas votre terre aujourd'hui, vous n'avez pas votre terre qui est dotée de titre foncier, c'est que vous ne pouvez plus prétendre jouir de tous les attributs de la propriété. Vous aurez maintenant vous aurez de la terre, vous êtes propriétaire d'une terre, mais vous ne pouvez pas bénéficier de tous les attributs. Or, les attributs de la propriété, on le sait, c'est l'usure, ça veut dire que la terre est là, vous pouvez en faire usage. Vous avez le fruitus, vous pouvez louer, utiliser la terre et percevoir les fruits, et il y a l'abusus.
On a encore 30 secondes. Ok, donc il y a la mesure. Et puis c'est ça là surtout que vous ne pouvez pas avoir, de sorte qu'après 2023, ce n'est que devant le notaire que tous les actes de formalisation peuvent se passer. Donc ce qui est en train d'être dit, c'est pour dire qu'il faut que nous puissions doter nos terres de l'ADC au même titre que les autres documents présomptifs de propriété pour pouvoir bénéficier de ces terres à partir de 2023, à partir de 2023. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez votre terre, mais vous ne pouvez pas vendre. Mais ce n'est pas que l'État va vous arracher, non. C'est que vous êtes limité dans la jouissance des droits, des attributs liés à la propriété. Donc c'est ce que nous allons globalement demander à nos aux téléspectateurs. C'est ce qu'il faut comprendre un peu par ça. Donc il ne s'agit pas que l'État arrache les terres. Faites la loi, il y a des dispositions de la loi qui prévoient que lorsqu'une terre est reconnue comme vacante, il n'y a pas de propriétaire, il y a une procédure pour qu'on intègre ça dans le patrimoine de l'État. Mais c'est une procédure rigoureusement encadrée. Il ne s'agit pas que l'État se lève pour arracher à qui que ce soit sa terre sous tout prétexte qu'il n'a pas de l'ADC. Non. C'est très clair désormais. Merci beaucoup, monsieur Zinsou Félix. Le cabinet, rappelez-moi votre cabinet. Oui, non, c'est d'abord un consortium constitué du cabinet BJ, qui est le cabinet d'experts géomètres, le cabinet Alba Benin, qui est le cabinet d'expertise socio-foncière. Donc c'est ce consortium qui est en train d'exécuter, de réaliser pour la commune de Cotonou, dans les 9e, 10e, 11e et 13e arrondissements, les opérations d'enregistrement et les données foncières pour leur intégration dans le cadastre. Merci beaucoup, monsieur Félix Zinsou. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. La suite de 5 sur 7 matin, quelques secondes de transition et puis le bulletin d'information, le quart d'heure de l'information. Tout de suite. Une voiture. Quand on va revenir de France là, on va partir ensemble. C'est toi mon casse-pied. C'est toi qui m'énerve dans cet atelier. Atelier des foufous. Foufou là-haut. Foufou là-haut. Non. Je vais coudre Agbada, je vais coudre Bomba, je vais tout coudre dedans. Même good luck. Oui. C'est ici. Il est où? De sortie. L'ORTB, pas sans vous. Le bulletin d'information présenté par Marcel Arossi. Bonjour Marcel. Bonjour Ricardo, bonjour à tous, bienvenue. Que nous offre aujourd'hui l'actualité nationale. Tentation à peine répressible des marchés aguichants de fait, mais attention vigilance, notamment dans la consommation des produits aux 1000 vertus publicitaires. Les autorités donnent l'alerte. Gilles Dansou et François Zinsou ont tendu oreilles, caméras et micros. Voici leur reportage. Période de fête, période de grande consommation. Les produits dans leur grande diversité se retrouvent dans nos marchés. Une question se pose quant à la qualité de ces produits sur la santé des consommateurs. Des dispositions sont prises par les responsables du ministère du Commerce. Pour ce qui concerne l'entrée des produits sur le territoire national, alors, il y a un système de contrôle qualité d'abord à l'entrée sur le territoire national. Lorsque vous voulez importer un produit, vous devez prouver que le produit satisfait aux normes de qualité. À l'intérieur, les produits fabriqués par les opérateurs économiques subissent aussi un contrôle qualité des organes d'assurance qualité. La Sogema, structure qui dirige les marchés de Dantopa, Bogbanou et Ganri veille au grain. Un comité est mis en place. Lorsque le comité constate l'exposition de ces produits dans le marché, automatiquement, le comité signale ça et la Sogema ferme le magasin de l'usager qui a exposé donc ce genre de produits. Les produits impropres à la consommation, une fois saisis, sont détruits. Chaque maillon de la chaîne,
joue son rôle. Les produits sont ramassés sur le marché. Ils sont ensuite ramenés au niveau du ministère, soit au niveau dans les directions départementales, et on organise une destruction. Lorsque, ici à la Sogema, nous allons arrêter quelqu'un, nous allons présenter la personne au procureur. Les consommateurs sont bien conscients de la nécessité de préserver avant tout leur santé. Le conseil le plus important, c'est un moment de fête d'année, de fin d'année, c'est de bien vérifier les produits que nous consommons, que nous achetons surtout. Bon, ceux qui viennent au marché acheter, c'est avec leur argent. Je vous en prie beaucoup, mes frères et sœurs, la famille, papa et maman, tout le monde. Si vous voulez acheter quelque chose, essayez de regarder les dates de péremption. C'est tout. La veille continue ainsi en cette période de fête. Un seul objectif, fêter en toute sérénité et en bonne santé. On ne va pas pour autant bouder son plaisir d'achat festif, juste un peu de prudence à ne pas céder à la frénésie compulsive, même dans des rayons ou derrière des enseignes insoupçonnées, l'ANAQ n'est pas loin. Les étiquettes ne disent pas toujours la vérité sur les mesures, poids ou calibrage des produits des produits vantés. Invité sur la télévision nationale, le président de l'association des consommateurs et le directeur de la métrologie nous édifie. Estelle Pazou nous propose une piqûre de rappel. Je pense que c'est une situation qui nous interpelle tous. Il n'est pas de jour où nous ne mangeons pas. Il n'est pas de jour où la nutrition ne fait pas partie de nos tâches quotidiennes. On importe des produits agroalimentaires dont nous ne connaissons pas toujours les origines. Tout ce qui est inscrit n'est pas toujours vrai en termes d'étiquetage, que ce soit au plan de l'hygiène, dans les processus de production. On a fait le tour des restaurants, on a fait le tour des boulangeries. On peut dire que cette année-ci, à part les problèmes d'hygiène, au niveau des dates de péremption, on a observé seulement au niveau des produits, des yaourts précisément, dans un supermarché de manière spécifique, que on est passé à des dates qui n'avaient rien à voir avec le délai ou la durée de conservation. Et dès qu'on a vu, ces produits ont été ramassés, le supermarché a été informé qu'ils sont convoqués pour pouvoir répondre de cette situation. À côté de ces produits contrefaits, il y a également ces instruments de mesure que nos commerçants manipulent et pour griser les consommateurs. Ce que l'ANM contrôle à date d'aujourd'hui, c'est des instruments de mesure qui sont liés au système international tels que les balances et consorts. Et lorsque nous faisons les essais sur ces instruments que c'est conforme, il y a une étiquette qui est apposée. C'est l'étiquette verte qui est apposée lorsque les essais sont concluants. Oui. Lorsque c'est pas bon, c'est l'étiquette, la vignette rouge qui est apposée dessus. Dès que vous voyez la vignette rouge sur un instrument, c'est que vous n'achetez pas avec l'instrument. Lorsqu'il s'agit des vivres et frais, par exemple, quand vous allez, vous saviez déjà quel est l'aspect que présente un vivre frais que vous connaissez à l'état normal. Et donc, quand vous constatez que l'aspect n'est plus le même, la couleur a changé, il y a des raisons pour que vous posiez des questions. Les boîtes de conserve, lorsque vous les voyez que c'est cabossé, il ne faut jamais acheter. Ça, il faut que les gens retiennent bien ça. Les boîtes rouillées, il ne faut jamais les acheter. Le gouvernement vient de décaisser les subventions Covid d'appui aux entreprises pour faire face aux contre-coups sur leurs activités. On peut déjà imaginer la joie des bénéficiaires, surtout par ces temps de fête. Écoutons quelques-uns au micro de Jérôme Mongwa. Je viens de recevoir le message de fonds Covid offert par le gouvernement que j'avais souscrit en août passé. Et donc, j'ai eu 1 87 400 que j'ai eu sur mon compte Momo et je suis en joie. J'ai reçu de mon numéro Move et c'est bien ça. Voilà, vous voyez. Et donc, vraiment, merci beaucoup au gouvernement. Et c'est ça. Ah, je viens de recevoir l'appui pour le Covid là, au ministère de Finances, 1 87 000. Je suis très content, ça va nous aider à boucher quelques trous. Je ne croyais même pas que
ça serait une réalité. Mais aujourd'hui, j'étais là subitement, on m'a appelé et j'ai reçu le message et ça fait 1 87 400 francs. Voilà le message. Cela montre la sincérité de notre gouvernement, comment le gouvernement est en train de gérer, de partager et comment on appelle la prospérité du pays, et je tiens beaucoup à le remercier par rapport à ça. Mais moi, ça ne m'a pas surpris parce que c'est un homme que je connais. Je ne l'ai pas côtoyé comme ça, mais j'ai plusieurs frères qui l'ont côtoyé. Je sais que s'il dit, il le fait. Donc je ne suis pas trop surpris d'avoir ça parce qu'on m'appelait depuis pour dire d'aller me mettre à jour. J'ai reçu 1 87 400 qui va nous aider dans notre entreprise. Ça ne va pas nous aider à payer, mais à lutter contre la Covid là en quelque sorte. Et il y a un quart d'heure, je viens de recevoir un message en accompagnement Covid et j'ai reçu, en regardant j'ai trouvé 1 800 000. Je vais vérifier rapidement. 1 800 000 400 francs. C'est le montant que j'ai reçu, je suis très content. Et je dois avouer que au début, je n'y croyais pas trop. Mais avec ce qui se passe depuis un certain temps, il fallait s'y attendre. Donc je suis très content. Et je dois dire aux autres qui n'ont pas encore eu le message de se patienter. Et certainement, donc ceux qui ont banalisé, il faut qu'ils se mettent à jour pour pouvoir remplir les formalités. On pensait que le gouvernement allait nous bombarder après avec des taxes d'impôts, donc on ne s'est pas lancé. Donc bon, cette fois, ils ont lancé encore une fois et on a voulu tenter malgré qu'on est dans l'informel. Et à notre grande surprise, on vient d'avoir un message qu'on a reçu une somme importante du gouvernement pour nous dédommager malgré qu'on est dans l'informel. Donc vraiment, c'est une grande joie pour nous. Combien vous avez reçu? J'ai reçu 218 500. Vous vous attendez à ça? Sans vous mentir, vraiment pas. Donc c'était une grande joie pour moi parce que ça va me donner un coup de pouce malgré que je suis dans l'informel, et ça m'a poussé parce que j'ai été reçu avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le formel plutôt, parce que j'ai reçu les sommes qu'ils ont reçues et ça m'a motivé et à m'enregistrer maintenant parce que vraiment c'était important. Ils sont partis dans les millions, donc vous voyez que c'est important de se faire enregistrer. Il entend travailler à faire rayonner au mieux l'image du Bénin auprès des autorités saoudiennes. Lui, c'est Adam Bagoudou, récemment nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Bénin près l'Arabie Saoudite. Le nouvel ambassadeur a été successivement reçu par le président de la Cour suprême et le médiateur de la République dans la journée du lundi dernier. Firmin Bassao, Brice Hongwa. Considéré comme le berceau de l'islam, l'Arabie Saoudite entretient des relations bien fécondes avec le Bénin depuis plusieurs années. C'est dans ce pays que Adam Bagoudou, précédemment député à l'Assemblée nationale, s'en va faire ses premières armes en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire nommé par le président de la République. Avec le président de la Cour suprême, ils ont échangé sur les nouveaux enjeux diplomatiques entre les deux États. De façon spécifique, le président de la Cour suprême a insisté sur la nouvelle dynamique d'ouverture. La Cour suprême veut bien s'ouvrir et voudrait donc bien compter sur notre nouvelle fonction, notre position pour qu'on puisse tirer le meilleur profit autant que possible depuis l'Arabie Saoudite en termes de coopération. Car l'Arabie Saoudite intervient beaucoup dans notre pays et le président de la Cour suprême a fait quelques rappels pour se féliciter de cette dynamique et souhaiter que ça se maintienne, que ça continue. Travailler à maintenir le cap. Le nouvel ambassadeur du Bénin près l'Arabie Saoudite s'est ensuite rendu chez le médiateur de la République. Ici, il est question de faire en sorte que les investissements en direction du Bénin soient accrus, mais aussi de travailler à mieux faire rayonner l'image du Bénin. Il est revenu longuement sur certains chantiers qui sont déjà à sa connaissance en cours et il a souhaité que son institution, dès que je serai là-bas, qu'on regarde s'il y a une possibilité, s'il y a des pistes, s'il y a une institution similaire, qui serait très heureux.
Pour avoir fait plusieurs fois le pèlerinage à la Mecque et d'autres missions, le nouvel ambassadeur promet d'œuvrer à réchauffer les relations entre le Bénin et l'Arabie Saoudite. Dans ses préparatifs pour rejoindre son nouveau poste, Adam Bagoudou, ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Bénin près le royaume de l'Arabie Saoudite, était aussi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Les deux personnalités ont notamment échangé des nouveaux défis des relations internationales. La substance est ici confiée à la télévision nationale. Je peux vous assurer que l'audience a été très enrichissante, une ambiance cordiale. Le président de la Cour constitutionnelle m'a proposé beaucoup de conseils. Il m'a enrichi avec sa lecture des nouveaux enjeux des relations internationales. Il a parlé avec moi tout ce qu'il a comme expérience en termes d'approche et d'analyse de ces questions. Et j'ai été émerveillé par son approche des questions, surtout les nouveaux enjeux de la diplomatie. Ce qui compte désormais dans le monde, et donc comment travailler davantage à un meilleur positionnement du Bénin dans ces zones. Et comme le poste est un poste mixte, c'est à la fois du bilatéral et du multilatéral, il est revenu donc sur la question aussi donc, du multilatéral par rapport à l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, et donc pour donc encourager à travailler, à maintenir donc les acquis, consolider les acquis, les chantiers qui sont déjà ouverts, faire en sorte que ça aboutisse, donner un coup d'accélérateur à cela et ouvrir de nouveaux chantiers. Fin de cette édition. Merci de rester avec nous. Merci à vous, Marcel Arossi, pour la présentation donc, de ce bulletin d'information. Très rapidement, on va découvrir ce que nous offre la presse nationale, très rapidement. Oui, nous démarrons avec Vif d'Afrique. Rejet répété du budget exercice 2022 de la commune de Malanville vers la prise du 12e provisoire. Et puis, après son décès, dimanche dernier, l'archevêque Desmond Tutu inhumé le 1er janvier 2022. Nous étions avec Vif d'Afrique. Avec l'économiste, nous apprenons que la célébration du 49e anniversaire du rétablissement de la coopération sino-béninoise a eu lieu en terre béninoise, bien sûr. Matin libre, la faute politique d'Adrien Mbedi, indifférence du PRD au sort de Joël Aïvor. Et puis, depuis l'annulation de son dernier arrêté, Arlin Orunla se fait discret. Les 4 vérités aujourd'hui, augmentation des salaires des travailleurs en 2022, le gouvernement rassure et donne des précisions. Libération, discours sur l'état de la nation talent face à son peuple ce jour, annulation des manifestations culturelles en fin d'année, les justifications du gouvernement, lutte contre la Covid-19, le Bénin reçoit 474 000 doses de vaccin Moderna. Fraternité ce mercredi, discours sur l'état de la nation, le développement intégral en chantier, cap sur les défis 2022, le Bénin, leader régional de l'inclusion financière, fraternité, et puis potentiel, direction de l'immigration, un commissaire serait mis aux arrêts. Et voilà, achat de véhicules électriques au Bénin, plus de paiement de droits douaniers dès 2022, information rapportée par le quotidien Potentiel. Ricardo. Merci Marcel Arossi pour le point également dans les journaux. Tout à l'heure, vous serez là pour la revue de presse. C'est bien cela? Tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. La suite de votre matinale. Quelques rendez-vous encore à suivre. Tout à l'heure avec Hugues Zinsouzouno, nous allons faire le tour de l'actualité sportive, notamment avec la CAN qui démarre dans quelques jours seulement. Nous allons également lire les journaux, je le disais à l'instant. Mais avant tout ceci, on parlera du secteur de l'aviculture. Eh bien, nous parlerons donc des matières premières. Nous parlerons, nous allons faire avec des acteurs de cette filière. Évidemment, un état des lieux de ce secteur en 2021 et puis les solutions pour que 2022 soit donc une meilleure année pour le secteur de l'aviculture. C'est juste après cette courte pause, j'installe mes invités. Tu protèges ta famille, tes amis, tes acquis. Tes
Au Bénin, les Nations Unies soutiennent la campagne de vaccination contre la Covid-19. Moi, je suis vacciné. Voici ma carte. Les vaccins contre la Covid-19 sont certifiés et autorisés par l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccins sont sûrs, efficaces et gratuits. Voici ma carte de vaccination. Se faire vacciner, c'est protéger sa famille. Faire vacciner ses enfants, c'est leur assurer une meilleure santé. Voici ma carte de vaccination. Covid est une menace pour le développement et renforce la pauvreté. Faisons le choix de la vaccination pour sortir très vite de cette situation. Voici ma carte. Adolescentes, adolescents, jeunes, maman, je vous invite vous aussi à vous faire vacciner pour vous protéger et protéger votre famille. Je l'ai fait, voici ma carte. Je suis entièrement vacciné. Je t'invite à te faire vacciner pour te protéger et protéger les personnes que tu aimes. Voici ma carte de vaccination. J'ai reçu mes doses de vaccin et je suis en forme. Je vous invite à faire comme moi pour vous protéger et protéger tous ceux que vous aimez. Voici ma carte de vaccination. Je suis entièrement vacciné et je t'invite à le faire pour te protéger et protéger les personnes que tu aimes. Voici ma carte de vaccination. Je suis entièrement vacciné. Je t'invite à le faire pour te protéger et protéger les personnes que tu aimes. Voici ma carte de vaccination. Toutes et tous vaccinés. Et toi ? Bienvenue donc au forum de discussion avec mes invités. Nous parlerons donc du secteur de l'aviculture. Comment se porte-t-il justement ce secteur? Comment s'est-il porté en 2021? Quelles sont les perspectives pour 2022 donc dans ce secteur? Un secteur très très important, il faut pouvoir le rappeler. Pour en parler, je reçois donc Monsieur Sénaron Jean de Canty. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. C'est bien cela. Bonjour, Monsieur Jean de Canty. Bonjour, Monsieur Ricardo. Merci d'accepter mon invitation. En face de vous, j'ai invité également une autre personne. Vous le connaissez peut-être. C'est un acteur, fabricant d'aliments de volaille. Monsieur Vital Thibozo. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, merci d'être en plateau. Alors, Monsieur Sénaron, dites-moi si vous était donné de faire un état des lieux du secteur avicole au Bénin. Que diriez-vous? Merci beaucoup, Ricardo, pour l'invitation. L'état des lieux du secteur avicole, actuellement, nous pourrons dire que le secteur est véritablement en crise. Ah bon? Cette crise s'explique par la conjoncture de matières premières. Ces matières premières étant très indispensables pour la production de l'aliment pour les volailles. Et ces matières premières connaissent une conjoncture depuis bientôt quelques mois. Et cette conjoncture ressemble un peu à la conjoncture que nous avons eue l'année dernière, vers la fin de l'année, jusqu'en septembre 2021. Notamment, cette conjoncture concerne les tourteaux et également des matières premières qui sont produites chez nous au Bénin, notamment le maïs et le soja. D'accord. Voilà un peu les difficultés actuelles du secteur de l'aviculture au Bénin. Mais pour le fabricant de volailles, d'aliments de volailles que vous êtes, les matières premières sont-elles véritablement, réellement chères? Tellement chères qu'aujourd'hui, vous allez voir des matières premières qui ont pris 100% de la cherté de leur prix. Absolument. Il n'y a pas cette matière première qui entre dans l'alimentation des animaux qui n'a pas pris de coût sur les 12 qui existent. Les deux les plus dangereux, c'est le maïs et le soja. Aujourd'hui, si je vais remonter à 2 ans, 3 ans, le soja, on l'achetait à 250. Aujourd'hui, nous tournons autour de 400 par kilo. Et aujourd'hui, au Bénin, le soja est plus cher au Bénin qu'à l'international, qu'au prix de l'international. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Justement. Vous imaginez le prix à l'international tout autour de 250-300, mais aujourd'hui le Bénin est déjà à 400, soja brut. Pareil pour le maïs qui est à 215-225. C'est les deux matières fondamentales pour la production d'aliments pour les animaux. C'est vrai qu'il y a d'autres matières premières, comme le son de blé et les autres
tourteaux qui existent aussi qui ont pris un coup. Parce que vous savez, pour le sol de blé, c'est à l'international. La production du blé à l'international a subi un coup et par ricochet, tous les sous-produits ont un problème. Aujourd'hui, l'aviculteur n'a pas la possibilité. Vous imaginez, il y a exactement 1 an et demi, l'aliment volaille ponte était à 208. Aujourd'hui, nous sommes à 295 000 la tonne. Wow. Vous imaginez? Et le prix de la matière, de la dernière matière qui est les œufs, qui est cédé, n'a pas subi cette augmentation-là. Mais qu'est-ce qui explique tout ça? Ok, c'est 2 raisons. Déjà, à l'interne, quand les gros éleveurs ont cette capacité de produire et de contrôler un peu le marché, ils subissent aussi des coûts énormes. Et que les importations d'œufs du Nigeria, ils s'attendent à ce que s'ils augmentent le prix, ces importations vont recommencer, alors ils sont obligés eux-mêmes de maintenir le prix de peur d'avoir des œufs invendus sur le dos. Vous n'êtes pas sans savoir que les œufs, ce n'est pas un aliment qu'il faut consommer il faut conserver pendant 3-4 mois. Il faut juste les conserver pendant 28 jours. Alors, un éleveur qui se dit, j'ai par exemple 1000-2000 plateaux sur le bras, il faut que je sorte ça à tel prix. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une décision qui est en train d'être prise qu'il faut vendre les œufs au kilo. Même à ce prix, même à, je sais pas, à 1100 francs le kilo des œufs, ça n'arrange pas du tout l'éleveur. Ouais. Mais quelles sont alors les conséquences de tout ceci, M. Jean de Canty, sur la filière avicole? D'abord, M. Ricardo, il faut souligner que nous devons saluer les efforts du gouvernement qui, depuis 2 ans, a investi énormément dans la filière avicole, notamment à travers les subventions sur les poussins d'un jour sur l'aliment. Mais ces efforts risquent d'être émoussés si la matière première qui doit servir à nourrir tous ces poussins-là pour avoir la pléthore d'œufs que le gouvernement a prévu n'est pas au rendez-vous. Et pour cela, l'interprofession de l'aviculture du Bénin a fait des démarches de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et l'État a répondu favorablement à ces démarches-là, ce qui a entraîné le dialogue déjà entre les acteurs, déjà au niveau des triturateurs industriels qui nous produisent les tourteaux de coton et de soja. Les démarches sont déjà en cours pour aller même faire des mémorandums, la signature des mémorandums pour la satisfaction des besoins nationaux. Parce que une des principales raisons de la cherté de ces matières premières, c'est l'exportation vers l'étranger de ces matières premières-là. Et du coup, lorsque ces matières premières sont exportées, même dans notre pays, ça nous revient cher, parce que les gens ont le marché pour vendre à l'extérieur. Et en même temps, l'État avait cadré un peu ces exportations, ce qui a fait qu'on a senti un peu d'allègement. Vous imaginez, là, on est en pleine récolte et le soja est déjà autour de 400 francs. Wow. Cela prouve que les jours à venir, si rien n'est fait, nous ne pourrons pas supporter l'évolution de ces matières premières. Et c'est la filière avicole qui va prendre un coup, parce qu'il nous faut des œufs, il nous faut de la viande de volaille pour satisfaire les besoins de la population en termes de protéines animales. C'est dit qu'on devrait craindre pour cette filière-là? Est-ce qu'on va on va non seulement parler de crainte, on va non seulement parler de problèmes à venir. D'ici, si on ne sait pas faire, d'ici 3 mois, le Bénin manquera d'œufs. Parce que vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas sans, je vais vous dire, en 2021, si je passe peut-être sur le contenu de l'IAB, plus de 50% des éleveurs n'ont pas renouvelé leur cheptel. Pour 2 raisons. Non seulement ils sentent la cherté de ces matières premières, dont résultat, il n'y a pas possibilité à vendre. Donc, ce problème s'est installé. L'autre raison, c'est les poussins aussi, qui vraiment aussi sont un problème. C'est vrai que le gouvernement est en train d'aider les producteurs locaux pour augmenter leur capacité de production de poussins. Mais l'importation des poussins a créé un problème à cause des transports de Covid et tout. C'est vrai qu'il a il a des subventions, peut-être en cours pour ces poussins. Mais en termes de retombées, je suis sûr que 2022, le premier trimestre, nous aurons déjà des problèmes. Ça se sent déjà. Vous allez voir, ceux qui ont des œufs, des petits œufs,
où déjà maintenant, vous pouvez les avoir, en temps, on les avait à 1400, 1500, aujourd'hui c'est à 2000. Vous avez déjà ça sur le marché. Donc, c'est sûr qu'on aura ce genre de problème à l'avenir. Pour 2022, ce qui est sûr, si rien n'est fait, l'un ou l'autre, qu'est-ce que soit ce qui va se faire maintenant, le premier trimestre, le premier semestre de l'année 2022 aura déjà un problème avec les œufs. Mais face à ça, alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en arrive par là? Parce que là, ça craint. Très bien. Monsieur Ricardo, il faut savoir que ça craint, mais il y a toujours espoir. Parce que nous devons souligner d'entrée de jeu que la crise des matières premières est une crise mondiale. Cela ne concerne pas seulement notre pays. À tel enseigne que même des pays qui sont de très grands exportateurs, de très grands producteurs de céréales, comme par exemple l'Argentine, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, ces pays ont commencé à réduire progressivement leur exportation. Parce que vous voyez, le Covid est là. Nous ne savons pas trop comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Donc ces pays ont commencé à réduire les quantités qu'ils avaient l'habitude d'exporter, bien qu'ils soient par le passé de très grands exportateurs. Donc nous lançons un appel au gouvernement pour que les matières premières qui sont produites chez nous, nous puissions arriver à satisfaire la consommation nationale avant d'exporter le surplus. C'est très important pour l'avenir de notre pays. Et quand je prends par exemple le soja, c'est parce que les grands exportateurs de soja ont réduit leur exportation que certains grands commerçants se sont tournés vers nos pays pour pouvoir ramasser nos soja. Également le maïs qui va vers les pays voisins de façon pratiquement clandestine. Donc nous allons effectivement, demander à l'État de renforcer le contrôle aux frontières avec les pays voisins pour que la consommation nationale puisse être satisfaite. Est-ce qu'il y a d'autres pistes selon vous à sonder? Il y a 2 mois de cela, c'est le gouvernement qui a autorisé l'exportation des matières premières. Alors, avant même la campagne. Alors, ce que nous souhaitons et que tous les acteurs de la filière souhaitent, c'est quand même de préparer des périodes où les locaux peuvent faire déjà leur stock. Vous voyez, si on autorise cette exportation, pourquoi ne pas? L'année passée, quand ça s'est passé, à un moment donné, le gouvernement a dit stop. On stoppe d'abord les exportations. Résultat, on a constaté 2 semaines rapidement après, tous les prix ont baissé. Ce qui va se passer aujourd'hui, si vous voyez, ce n'est pas l'exportation même vers l'Inde, la Chine qui est le gros problème. Vous voyez un Nigérian amène un titan au Bénin. Et s'il veut, il se donne comme jour pour remplir les 40 tonnes de son titan. 3 jours. Le premier jour, s'il achète ça à 12 000, le maïs, il donne juste le sac de maïs. Le 3e jour, et puis, au lieu de 400 sacs, il a eu 100 sacs. Le 3e jour, il ira à 15 000. Et le 5e jour, il va à 20 000. Résultat, pour pouvoir remplir son camion et rentrer. Lui, en faisant ça et rentrant, donc il vient d'imposer le dernier prix qu'il a acheté à 20 000 au pays. Donc, résultat, c'est le gros problème. Et les Nigérians, ils amènent des camions et ils garent. Donc, c'est leur comportement. Eux, ils veulent vite rentrer. Ils bêtent le prix et ils stockent et voilà. Donc, résultat, toute la personne qui a vendu déjà son maïs à 20 000 ne lui dit pas qu'il va le vendre à 10 000. Finalement, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour nous, c'est que le gouvernement quand même essaie de réduire, c'est-à-dire de prendre encore une décision pour peut-être, je ne sais pas, 2, 3 ou 4 mois, de stopper l'importation pour nous permettre de faire des stocks. Et après, c'est sûr que l'exportation, c'est vrai qu'avec une décision que nous avons eue, on nous a dit que le gouvernement est là pour tous les producteurs. Le producteur lui-même veut vendre à un bon prix. On est d'accord qu'il veut vendre à un bon prix, mais à un prix quand même qui permet à ce que tout le monde soit satisfait. Il ne faut pas des inflations hors normes. C'est-à-dire, ce n'est pas la production qui manque. Aujourd'hui, le Bénin, en termes de production de maïs, fait partie des meilleurs de la sous-région. Donc, quand même, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas stocker en un an. Maintenant, essayons quand même que le gouvernement nous permette quand même de faire des stocks dans les périodes pour que peut-être en mars, avril, relance l'exportation et le surplus va quitter le pays. Vous pensez que c'est la solution? C'est la solution, M. Ricardo. Il faut juste... nous avons essayé par le passé, ça a marché. L'État a mis un frein
à l'exportation, et cela a amoindri le choc sur le terrain. Si cette solution peut être renouvelée, c'est pour le bien du pays. Parce qu'il faut d'abord s'autosuffire avant d'aller vendre le reste à l'extérieur. Ne refusons pas de saisir des opportunités d'exportation de nos produits, parce que tout cela fait de la devise pour notre pays, mais il faut privilégier la consommation nationale. D'accord. Monsieur Senaon Jean de Canty, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Et puis monsieur Vital Thibozo, vous êtes acteur fabricant d'aliments de volaille. Je vais vous laisser conclure cet entretien. Oui, allez-y. Okay. Si, comme on l'a dit, si on pouvait vraiment demander, c'est un cri de cœur que nous lançons aujourd'hui au gouvernement. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous passiez. Si vraiment nous lançons ce cri de cœur, c'est d'aider cette filière-là, qui aujourd'hui est étouffée, qui est vraiment étouffée. Si le gouvernement peut vraiment nous aider, on ne demande pas, comme je le dis, ce n'est pas des subventions, mais juste aider la population, la filière avicole, à faire du stock de ces matières premières. C'est vrai qu'ils font des efforts par le biais peut-être des systèmes financiers pour que nous ayons les fonds pour acheter les matières premières. Mais si même avec ces fonds, nous avons fait déjà des prévisions sur des coûts, ce sera difficile à retourner. Parce qu'on ne peut pas acheter ces matières premières 2 fois le prix et s'entendre à satisfaire. Parce que vous savez, s'il y avait une possibilité que l'aviculteur augmente le prix des œufs, ce serait plus facile. Monsieur Jean de Canty. Monsieur Ricardo, merci pour l'opportunité. C'est un plaisir. L'interprofession de l'aviculture du Bénin reconnaît l'importance que l'État béninois accorde à la filière avicole et manifeste toute notre gratitude. Cette importance-là, les résultats pourraient être plus atteints si l'État arrivait à aider les acteurs actuellement à pouvoir régler le problème des matières premières, à pouvoir avoir les matières premières à coût vraiment raisonnable, pour pouvoir nourrir les sujets et ainsi réaliser les objectifs que l'État béninois s'est fixé. Et c'est tout ce qu'on peut espérer. Vraiment, merci à vous, Monsieur Senaon Jean de Canty. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Et puis, Monsieur Vital Thibozo, vous êtes acteur fabricant d'aliments de volaille. Merci vraiment d'être passé. Je suis convaincu que votre cri de cœur sera entendu par le gouvernement, notamment par le ministre, votre ministre de tutelle, le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Merci beaucoup. Vous passez une belle journée et d'excellentes fêtes. Hein. Merci beaucoup. Nous sommes en fête, donc bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. Et consommer les produits avicoles. Oui, c'est très important. Merci beaucoup. Vous en êtes le secrétaire général adjoint, donc ça va être plus facile. Merci. Allez, bonne journée. La suite de 5 sur 7 matin, encore 2 rendez-vous, les sports et puis la revue de presse, les sports. C'est avec Hugues Zissou-Zounon. Les sports, c'est avec vous, Hugues Zissou-Zounon. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour à tous, bonjour à toutes. On vous a promis hier qu'on parlera toujours de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va démarrer à partir du 9 janvier au Cameroun. Portrait de 3 grandes stars du foot camerounais, notamment Joseph-Antoine Bell qui a marqué l'histoire de ce foot dans les années 80, Roger Mila et puis la méga star Samuel Eto'o-Fils qui est devenu le président de la Fédération camerounaise de football. D'abord, je serai forcément un bon spectateur, quelquefois un bon téléspectateur. Je serai sur RFI pour les matchs et comme membre de la commission d'organisation de la CAF, logiquement, je devrais être aussi concerné par les matchs et par le commissariat de certains matchs. Je suis tellement fier d'être Camerounais. Je suis tellement fier de savoir que j'ai pu participer à l'histoire sportive de ce beau pays. Je suis tellement heureux de savoir que le Cameroun
pourra offrir l'une des plus belles CAN jamais organisées à toute l'Afrique. C'est ce village qui m'a amené jusque là où je suis aujourd'hui. Et je tiens encore à remercier à tous mes ancêtres qui sont par là. Je leur souhaitais que mon père et ma mère soient là. Bon, Dieu les a rappelés, mais je crois que tous les autres qui sont restés, mes oncles, les grands-pères et autres, doivent être contents. Est-ce que vous comptez être proche des Lions quand même de l'équipe nationale? Une équipe de foot est quelque chose d'organisé, c'est un groupe organisé. Et on n'y vient pas comme dans son village où on dit je suis Lungen donc moi aussi je viens. Vous avez des gens qui sont dirigeants du club, vous avez des gens qui sont encadreurs du club et vous avez des gens qui sont joueurs du club. Donc si vous n'occupez aucune de ces fonctions, vous ne pouvez pas débarquer comme ça parce que si c'est pour dire bonjour aux gens, vous pourriez leur dire bonjour ailleurs. Donc, et là pour les Lions c'est exactement pareil. Il y a des gens qui sont dans l'encadrement des Lions. Il y a des gens qui sont les officiels des Lions, officiels administratifs et politiques. Vous avez des gens qui sont chargés de jouer en portant le nom des Lions. Mais j'imagine vous êtes de tout cœur avec cette équipe nationale. C'est tout ce qu'on vous demande lorsque vous n'êtes pas, vous n'occupez aucune fonction. Ce qu'on vous demande, c'est d'être, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez de tout cœur. Mais ça, le cœur d'ailleurs, lui, il a la particularité qu'il ne demande la permission à personne. Je vais tout simplement vous dire qu'ils vont se battre pour gagner ce match parce que le Cameroun en a besoin. Et il faut qu'on ait des victoires pour dire à nos adversaires qui arrivent que le Cameroun, c'est le Cameroun et que ici, nous voulons que ce trophée reste au Cameroun. J'ai servi en tant que joueur notre beau pays pendant 25 ans et je me suis toujours dit le plus beau but aurait été de jouer une CAN dans mon pays. Écoutez, je jouerai ma CAN dans les gradins en supportant nos jeunes frères, en supportant le Cameroun et en essayant d'aider pour qu'on aille tous vers la victoire finale le 6 février. Ton chef, et le travail marchera mieux et l'Afrique aura fait un pas de plus. Amenez-les wa di babol. Amenez-les wa di papona. Amenez-les wa dribblé. Amenez-les wa di babol. Itabana minda basi masawa. Mila wende bolo. Muna nyongwa bukitewa. Ambele mokondae. Muna nyongwa bukitewa. Ambele mokondae. Logo lende yuzai. Gengenge. Logo lende yuzai. Gengenge. Oloma pila tomo musidi. Et pour cette CAN, Hugues Zinsouzuno, les clubs européens ont imposé leur dictat à la CAF et aux équipes nationales africaines. Et effectivement, et c'est vraiment très étonnant, normalement, les clubs européens devraient libérer les joueurs africains pour les équipes nationales le 27 décembre. Donc, on a dépassé le 27 décembre. Les joueurs qui évoluent dans le championnat d'Angleterre, le plus grand championnat au monde, ils sont 39 Africains au total, n'ont pas été libérés. Et finalement, la Confédération africaine de football a cédé à nouveau à la pression des clubs européens qui ont eu raison, qui ont eu d'ailleurs le soutien de la Fédération internationale de football association, qui politiquement s'est défendu en disant non, c'est une entente entre nous et la Confédération africaine de football. Donc les joueurs africains évoluant dans le championnat anglais, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, on pense également à Sadio Mané, à Mohamed Salah, vont rester jusqu'à la fin du Boxing Day, le Boxing Day, c'est-à-dire la période de la fête de Noël jusqu'à la fin de l'année. Les joueurs seront libérés le 3 janvier pour les tout derniers. C'est quand même un peu regrettable parce que ça va rester un précédent retentissant pour la Confédération africaine de football
qui montre à nouveau quel manque de caractère face à la Fédération internationale de football association de Gianni Infantino, qui a la baguette depuis l'installation du président Ahmad Ahmad, l'ancien président de la Confédération africaine de football. Souvenez-vous que Fatma, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football association, qui est sénégalaise, donc qui est la SG de la FIFA, était venue pour une normalisation en quelque sorte de la Confédération africaine de football. Donc la CAF a laissé le loup entrer dans la bergerie, et puis la situation s'est aggravée depuis l'installation du président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, puisqu'il n'y a pas eu donc une élection démocratique, disons qu'il a été imposé, puisque l'Ivoirien Jacques Anouma, sous la pression de la présidence ivoirienne, s'est retiré. Maître Senghor, qui est le maire de Gouré, qui est le président de la Fédération sénégalaise de football, qui est également le premier vice-président de la Confédération africaine de football, s'est retiré de l'élection. Ahmed Yaya, qui est le président de la Fédération mauritanienne de football et deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, n'était pas à l'élection. Donc tous les candidats se sont retirés, et finalement c'est Patrice Motsepe qui a été imposé par Gianni Infantino. Également le secrétaire général de la Confédération africaine de football, monsieur Véron, d'origine congolaise, a été imposé comme secrétaire général. On parle de l'œil de Moscou, c'est-à-dire que c'est l'espion de la Fédération internationale de football association qui est dans la maison, et au final on constate aisément que cette Confédération africaine de football ne prend presque plus de décisions. J'ai suivi Maître Senghor sur Juré du dimanche, une grande émission au Sénégal. Il a essayé de défendre. Dans un premier temps, il avait dit qu'aucun membre de la Confédération africaine de football n'était pour le report. Et dans la même émission, il y a eu contradiction. Puisqu'il est revenu en disant il y a une majorité qui était pour et une minorité qui était contre. D'ailleurs, on a vu que Motsepe s'est rendu au Cameroun à Yaoundé pour rencontrer le président Paul Biya. Et d'ailleurs, il y a certains dirigeants du football africain qui ne voulaient même pas de cette CAN-là. De toute façon, l'info a été révélée par Gaïto, qui est un Kenyan, et après, l'info a été relevée également par moi, qui avait annoncé un peu partout que le colonel Zita Sangaré n'était pas pour cette Coupe d'Afrique des Nations à bonne date. C'est vrai qu'on s'est eu au téléphone, il a essayé de donner des explications en évoquant la Covid et puis le nouveau variant. J'étais pas convaincu, et je le lui ai dit, parce que il y a la Covid ou le Covid, parce que l'Académie française parle de la Covid et d'autres parlent du Covid, de Covid. Donc, il y a la Covid en Europe, les championnats continuent régulièrement. Il y a également le coronavirus dans la zone arabe. Il y a eu la Coupe arabe remportée par l'Algérie récemment, et ça fait même pas une semaine. Il y a eu la Super Coupe des clubs champions remportée, la Super Coupe autant pour moi remportée par le Al-Ali. Et donc du coup, le foot ne s'est arrêté nulle part au monde, et c'est quand même inconcevable et inimaginable que la Coupe d'Afrique des Nations n'ait pas lieu à bonne date. Il a essayé de se défendre sur les différents médias camerounais, sur les différents médias panafricains, expliquant un peu que lui, il était pour la Coupe d'Afrique des Nations à bonne date. Je vais finir juste en citant deux noms, surtout Fouzi Lerja, qui est devenu ministre, qui est le président de la Fédération royale marocaine de football, qui est l'homme de main de Gianni Infantino sur le continent africain, sans oublier Ani, l'Égyptien. C'était les trois hommes cités, et pour l'instant, celui qui se défend un peu à travers tous les médias, c'est le colonel Zita Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football, qui est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. D'accord. Hugues Zinsouzoulou, on va finir les sports en 2 minutes Avec, oui, je sais qu'il 2 minutes, parce que l'impatience pour faire ça. Il aura 5 minutes pour faire sa revue. Donc, zoom sur la grande star du foot égyptien, Mohamed Salah. L'Égypte célèbre Mohamed Salah en 3D. Les réalisations de la star des pharaons illuminent le complexe Tahir au Caire. Sur fond de cette technologie, l'événement met en relief son record de buts, marqué par un footballeur en Angleterre avec plus de 100 réalisations. La liste comprend aussi la coupe aux grandes oreilles, soulevée par l'Égyptien, avec son club anglais de Liverpool,
en 2019. Mais aussi ses 43 buts marqués en une saison. Les initiateurs n'ont pas oublié le prestigieux titre de meilleur joueur africain et celui de meilleur buteur du championnat anglais remporté par Mo Salah en 2017 et 2018. Pas que, il est aussi rappelé qu'il est le meilleur buteur africain en Angleterre. Voilà, Hugues Zinsouzuno, c'était Mo Salah. Exactement. Et c'est la fin de cette page des sports. C'est la fin de cette. Merci beaucoup, Hugues. On se retrouve demain. Vous restez avec moi. On va finir ensemble avec, par la revue de presse avec Marcel Arossi. Marcel, de nouveau, bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. Bienvenue. Le Bénin, leader régional de l'inclusion financière, dites-vous. Cette information qui n'est plus nouvelle se confirme davantage. Avec fraternité, nous avons les éléments qui ont favorisé cette réussite. L'année considérée a été marquée au Bénin par la création par décret d'un observatoire de la qualité des services financiers au QSF. L'instance a pour mission d'encourager les populations et les PME à recourir davantage au système financier et de restaurer leur confiance à l'endroit des services financiers. C'est le 3e pays de l'Union, mentionne Fraternité, à se doter d'une telle structure après le Sénégal en 2009 et la Côte d'Ivoire en 2016. Au classement 2020 de l'inclusion financière, le Bénin est suivi par la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal et le Togo. La Guinée-Bissau, le Niger et le Mali affichent par contre une faible performance. Et puis, vous nous dites qu'à ce jour, la commune de Malanville n'a pas encore de budget. Pour cause, plusieurs conseillers n'ont pas accordé leur violente session. C'est le quotidien Vif d'Afrique qui le rapporte ce mercredi. Les agissements et les calculs politiciens des uns et des autres ne permettent pas de trouver une solution adéquate selon les enquêtes du journal qui ajoute avec l'aide d'un expert dans ses colonnes qu'en de pareilles circonstances où les élus n'accordent pas leur violon, le développement de la commune ne peut pas être mis en berne et que le 12e provisoire pourra bel et bien s'imposer comme solution. Et puis, achat de véhicules électriques, plus de droits de douane dès 2022. À partir de janvier 2022, donc, les véhicules électriques et hybrides seront exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, d'après une information relayée par Frisson Radio et reprise ici par le journal. C'est l'une des nouveautés contenues dans la nouvelle loi des finances. Selon les explications du député Gérard Gbenonchi, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est pour permettre que les véhicules coûtent moins cher aux populations. Le gouvernement est en train de tout faire pour que l'action publique cadre avec les objectifs du développement durable. Propos de Gérard Gbenonchi relayés par Le Potentiel. L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. Albert Einstein. Merci beaucoup Marcel Arossi pour la revue de presse. Hugues Zinsouzuno, c'était donc la revue de presse. On va se dire demain. Demain, on parlera encore de la CAN, n'est-ce pas? Bien sûr, bien évidemment, et d'autres sujets. On est en plein dans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et espérons que les clubs, comme vous le dites, puissent vite libérer. Non, les clubs n'ont plus le choix parce que, disons que la Confédération était très gentil avec ces clubs. Disons également que les équipes nationales ont été très sympathiques avec ces clubs. C'est vrai que les équipes nationales ne sont pas en position de force parce que c'est la Fédération internationale de football association qui doit prendre les bonnes décisions et on se rend compte qu'elle est en connivence avec les clubs européens, qu'elle travaille plus pour les clubs européens. C'est quand même surprenant que c'est justement ça. Que les dirigeants du foot africain nous chantent à longueur de journée que Gianni Infantino est le Messi du foot africain. Il rentre très facilement dans tous les palais sur le continent africain. Je vais vous donner un exemple et vous allez mieux comprendre que Gianni Infantino ne fait aucun bien à ce foot africain. Et ça, c'est mon point de vue qui ne change pas d'ailleurs. Le Al Ahly va jouer la Coupe du Monde des clubs dans la même période où les équipes nationales joue la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que le Al Ahly n'est pas avantagé par rapport à une équipe telle que les Blues de Chelsea parce que la plupart des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale de l'Égypte viennent du Al Ahly.
quelque part, Gianni Infantino, lui, il sait que la Coupe d'Afrique des Nations a été reprogrammée à cause de la Covid-19 depuis près d'un an, parce que toutes les grandes compétitions, soit en Europe, soit les JO ont été déplacés d'un an. Les clubs européens étaient avertis depuis près d'un an, et pourtant, lui, il impose en fait à la Confédération, il impose au Al-Ahly de jouer pendant cette période. Je vous ai parlé également du règlement de la Fédération internationale de football association qui stipule clairement que les clubs européens ont l'obligation de libérer les joueurs le 27, ce qui ne sera pas fait. Les joueurs seront libérés au délai. Les tout derniers vont arriver à partir du 3 janvier. Ils seront fatigués à 6 jours de la compétition. Ils ont enchaîné tellement de matchs. Ils vont manquer de fraîcheur physique. Mais c'est déjà une victoire parce que lui, Gianni Infantino, voulait d'un report. C'est à croire qu'il connaît en fait la mentalité des Africains. Vous savez, ceux qui disent que l'émotion est nègre, surtout, je veux parler de Léopold Sédar Senghor, mais la raison est Hélène venant de la civilisation des Lades n'ont pas totalement tort. Il suffit qu'on dise à l'Africain, vous aurez beaucoup d'argent. Gianni Infantino a parlé de 19 millions de dollars. Certains dirigeants du foot africain, dont je ne veux pas citer les noms, sont devenus fous, un peu de cupidité, je vais dire. Et donc, il sait que tant qu'il va brandir en fait l'argent, tant qu'il parlera d'argent, les gens vont dire, tient tout le monde en fait. On fait la Coupe du Monde tous les 2 ans. L'ACNOA a été contre la Coupe du Monde de football tous les 2 ans. Le CIO, le Comité international olympique, en expliquant que les joueurs, c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ce sont des humains. À un moment donné, ils vont craquer. On parle de crise cardiaque sur les stades, des joueurs qui sont tellement surexploités. Quand vous entendez les sous, tout le monde est fou, mais on oublie que la vie est au-dessus du foot et la vie est au-dessus du sport. Et vous avez raison. Hugues Souzoulon, on va finir rapidement en 2 minutes. Un mot sur les droits TV. Ça c'est... 2 minutes. Je sais pas. Donc à la minute où on parle, je sais pas. Ça a évolué. Honnêtement, je sais pas. Ça disons que c'est un niveau, un dossier qui est à un très 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 haut niveau. On parle quand même d'environ 1 milliard de francs CFA. Donc non, le RTB quand même 1 milliard quoi. Donc tout va s'arrêter quoi. Les JO c'est plus de 200 millions, les éliminatoires c'est plus de 100 millions, c'est énormément d'argent. On va croiser les doigts et on va demander, supplier nos dirigeants afin qu'ils nous aident à avoir ces droits télévision pour le bonheur de ces Béninois qui n'auront pas la chance ou qui n'ont pas les moyens d'avoir l'abonnement Canal+ chez eux. Pendant cette période de Coupe d'Afrique des Nations, des gens qui sont à Sinandé, à Tonkoutouna, des gens qui sont à Malambir, des gens qui sont à Boïkan, des gens qui sont dans le Mono, à Ruitan, des gens qui sont à Grand Popo, ceux qui sont à Komé, ceux qui sont à Guézin, ceux qui sont à Pobé, à Kétou, etc., qui ont envie de regarder cette Coupe d'Afrique des Nations qui sera sucrée, qui sera très sucrée. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les Camerounais. Hugues Souzoulon, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain. S'il plaît à Dieu. Marcel, à demain. Merci. À demain. 5 sur 7 matin de ce mercredi 29 décembre 2021, Stop F1. Vous l'avez compris, c'est tout spécial puisque tout à l'heure, à 9h, le président de la République à Porto Novo, on sera en direct, va délivrer son message, son discours sur l'état de la nation. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, l'ORTB, a déployé toutes ses équipes depuis quelques jours déjà à Porto Novo. Vous aurez donc, mesdames et messieurs, l'intégralité de ce message du président de la République sur l'ORTB. Ce sera dans quelques petites minutes. Restez donc câblés au RTB. Nous allons pouvoir vous vivre ces instants de télévision. Beaucoup d'acteurs également vont se prononcer sur ce plateau, donc sur le message du président de la République. Un message que le chef de l'État délivre donc conformément à l'article 112 de la Constitution. Le chef de l'État va délivrer devant la représentation nationale
son discours sur l'état de la nation. Restez donc avec nous sur l'ORTB. Nous allons pouvoir donc vous faire vivre tous ces moments. Ce sera donc dans quelques petites minutes seulement. Toutes les équipes ont été mobilisées à Porto Novo au palais des gouverneurs pour vous faire vivre ces instants sur la chaîne du service public. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Rendez-vous demain 5 sur 7 matin vous revient à 6 h du matin. Bonne journée et à très bientôt.